Il était une fois un conte d'Andersen. La petite sirène est amoureuse d'un prince qu'elle a vu sur la terre un jour qu'elle est montée avec ses sœurs. L'écrivain Jacques Almira raconte. Et elle va chez une sorcière troquer sa voix contre le droit d'être une femme. C'est-à-dire sa queue de poisson, elle l'échange contre des jambes. Et chaque fois qu'elle marche, elle souffre horriblement. Elle a de très belles jambes, de très beaux pieds, mais elle souffre. Elle est très belle, mais elle est muette. Et le prince ne l'aime pas. Elle est devenue amoureuse, mais lui ne l'aime pas. Et le prince épouse une princesse. Et la sorcière propose à la petite sirène un dernier échange. Elle lui dit, tu vois, tu peux redevenir une sirène, ce que tu étais avant. Tu peux te sauver, mais il faut que tu tues le prince. Et c'est là que le couteau lui tombe des mains et elle ne veut pas. Et elle meurt. Ce conte ressemble à la vie d'une petite fille qui un jour sera prête à accepter toutes les métamorphoses pour être aimée et ressembler aux princesses qu'elle a vues fabriquer dans une usine à rêves. Une usine à rêves qui s'appelle Hollywood. Gladys Baker est une jolie jeune femme qui dirige une chaîne de montage de films à Hollywood. Elle a sous ses ordres 5 ouvrières qu'elle mène rudement à coups de colère et de remontrance. Mais sous son aspect autoritaire, Gladys est vulnérable. Il suffit que son regard croise celui du beau Stanley Gifford pour s'en rendre compte. Stanley travaille lui aussi comme technicien dans la même compagnie que Gladys. Ils se voient souvent, sortent ensemble, suffisamment pour que toutes les amies de Gladys soient certaines que l'enfant qui va naître est le fruit de leurs amours. Lorsque Gladys entre en clinique, Stanley l'a quittée définitivement. La petite fille, qui naît le 1er juin 1926, ne connaîtra jamais son père. Cette petite fille s'appelle Norma Jean. Norma en hommage à Norma Talmadge, la star d'Hollywood que Gladys admire le plus. Jean parce que c'est le nom du premier mari de Gladys. Mais ce nom n'a aucune importance. Tout le monde va l'oublier au profit de celui que va trouver le célèbre producteur d'Hollywood, Daryl Zanuck, quand il inscrira sur les registres de la 20th Century Fox Marilyn Monroe. Certainly can. Comme la plupart des techniciens de cinéma à cette époque, Gladys habite un bungalow dans l'enceinte même des studios d'Hollywood. Dans la journée, la petite Marilyn est en nourrice chez des voisins. Le soir, elle retrouve sa mère, si aucun séducteur n'a donné rendez-vous à Gladys pour l'emmener danser. La mère et la fille se voient peu, jusqu'au jour où elles sont séparées complètement. Car Gladys perd la raison. Elle doit être internée dans un asile psychiatrique. Marilyn gardera toute sa vie le souvenir de cette terrible épreuve. Elle racontait une anecdote qui est assez certaine. L'écrivain Jacques Almira. Quand sa mère a commencé à devenir psychotique, et certainement dans un désir de la protéger de la vie, a essayé de l'étouffer entre 2 coussins. Et Marilyn s'est réveillée en pleine nuit, étouffée sous un coussin. Enfin, elle a hurlé, puis sa mère a lâché prise. Mais en même temps, bon, sa mère, sentant qu'elle allait devenir folle, n'avait peut-être pas envie de laisser cette petite gosse dans une ville comme Hollywood toute seule. Et elle a voulu la tuer, enfin une forme d'euthanasie. En l'absence de sa mère, Marilyn passe de famille en famille qui l'élève pour $20 par mois.
Et évidemment, elle était très mal nourrie. Pour quelques dollars, ces gens acceptaient d'avoir une petite fille chez eux. Claude Dufaux, auteur de La femme poète, un livre consacré à Marilyn Monroe. Et alors là, il lui est arrivé des histoires épouvantables. Enfin, c'est vraiment une enfance à la Dickens. Elle était employée à laver la vaisselle. Et une certaine fois, elle est tombée chez des gens qui étaient tout à fait fanatiques, comme il y a beaucoup de sectes dans la côte ouest des États-Unis, et qui lui ont inculqué la peur de l'enfer, que danser était un péché, que boire était un péché, que fumer était un péché, que le corps lui-même était un péché. Et une autre fois, Marilyn raconte qu'elle aurait été violée justement dans une famille. À 13 ans, Marilyn en paraît 18. Et sous son pull trop petit, jaillit déjà une poitrine qui ne laisse pas insensibles les garçons du voisinage. Je l'ai connue très très jeune, avant qu'elle était Marilyn Monroe, quand elle était Norma Jean. L'acteur américain Robert Stack. Nous avons eu des fêtes autour de la piscine, quand j'étais célibataire. Elle était seulement une jeune fille. Nous avons eu beaucoup de jeunes filles, très très belles, autour de la piscine, avec un maillot de bain, très bien sûr, mais les autres étaient très bien aussi. Un monsieur qui l'a amené à la fête est parti avec une autre. Elle était laissée seule. Et ça, c'est Marilyn Monroe. Elle était très très triste, la petite. En 1942, Marilyn a 16 ans. Elle épouse l'un de ses voisins, Jim Doherty. 2 ans plus tard, les États-Unis entrent en guerre. Jim s'engage dans la marine. Marilyn s'installe chez ses beaux-parents et cherche du travail. Une usine de la banlieue de Los Angeles l'engage pour plier des parachutes et peindre des fuselages d'avions. Là, elle rencontre un photographe qui cherche comme modèle des jeunes américaines qui travaillent pour la défense nationale. Marilyn accepte de poser. Les photos sont publiées et tous les hommes trouvent prodigieusement sexy cette fille au sourire écarlate qui pose comme une starlette. Marilyn est en train de découvrir que ses charmes, développés sur la pellicule, provoquent autant de désir que dans la rue sous les regards des garçons. Décidée à ne pas laisser passer sa chance et à jouer tous ses atouts, elle entre dans une agence de mannequins pour suivre les cours de maintien. Marilyn vient de saisir sa première chance avec la ferme intention de ne plus jamais la lâcher. Chaque matin, elle se rend à l'agence de mannequins où elle prend ses cours. Elle veut apprendre, tout savoir, connaître le métier dans ses moindres détails. Quand elle ne pose pas ou ne suit pas de leçons de maquillage, elle passe son temps à observer le travail des autres, ou bien elle retourne plier des parachutes pour gagner l'argent nécessaire pour continuer ses études de cover girl. Mais son emploi à l'usine et ses heures de cours sont de plus en plus difficiles à concilier. Il lui faut choisir. Elle décide de payer ses professeurs avec la solde de son mari parti à la guerre. Cela ne fait que précipiter son mariage, qui est un échec, vers son issue fatale, le divorce. I'd be lonely, but even though I'm lonely, there'll be no other guy. Though I'll be gone for a while, I know that I'll be smiling with my baby by and by,
Marilyn devient rapidement une petite célébrité. On la voit éclatante de sex appeal sur les couvertures des magazines. C'est là où son destin croise celui du célèbre milliardaire Howard Hughes. Hughes est lui aussi en première page des journaux, car il vient d'échapper par miracle à la mort dans un accident d'avion. Il se remet péniblement de ses blessures dans un hôpital et un journaliste écrit qu'il s'est retourné dans son poumon d'acier en voyant la photo de Marilyn dans la presse. Les producteurs d'Hollywood s'en émeuvent. Ils craignent que Howard Hughes s'intéresse à elle et découvre une graine de star qui, comme Jane Russell, va grandir son prestige et sa fortune en même temps. Pour ne pas laisser à Howard Hughes le temps de réagir, un directeur de la compagnie 20th Century Fox prend rendez-vous avec Marilyn. Il lui fait passer un essai pour vérifier si la légende correspond à la réalité. Puis il réunit ses meilleurs examinateurs pour délibérer. Tout le monde est d'accord. Cette fille est formidable. Il faut l'engager. Elle entre comme starlette à la Fox. Claude Dufaux. Or, à la Fox, tout ce qu'on lui demande, c'est de faire des photos de publicité, de femmes à pas, pour le dentifrice à la chlorophylle, pour des cigarettes, par exemple. Et elle va végéter là pendant quelque temps. Alors, évidemment, au studio, elle fait partie du troupeau des starlettes, et elle réussit tout de même à figurer dans 2 petits films. Et à cette époque, au studio, la mode était aux blondes. Et à la Fox, c'était une blonde qui régnait, c'était Betty Grable. C'était la grande pin-up des années de guerre. Donc, on imposa à Marilyn de transformer sa chevelure et sa coiffure. Elle avait les cheveux un peu châtains, un peu frisés. On lui fit changer la couleur de ses cheveux. Elle résista, mais finalement, comme elle avait besoin de manger, elle l'accepta. On se met à lui défriser les cheveux, à les lui couper et à leur donner par décoloration le blond doré à la mode. Quand l'opération est terminée, Marilyn se dit à elle-même « ce n'est plus vraiment moi ». Elle sent naître en elle une autre Marilyn, une Marilyn qui n'est plus tout à fait une femme, mais plutôt une image sexuelle en chair et en os. Une Marilyn qui découvre intuitivement les gestes, les poses, les regards, les expressions qu'il faut faire devant un objectif pour exciter les hommes au plus profond de leurs fantasmes. Marilyn pense que la blonde que lui renvoie son miroir n'est plus vraiment elle, mais elle est certaine que ça va marcher pour elle. Quelques mois après la métamorphose de Marilyn Monroe en blonde sexy, le contrat signé avec la 20th Century Fox arrive à expiration. Les directeurs de la compagnie ne le renouvellent pas. Déçue, mais pas désespérée, Marilyn se sent le courage de tout recommencer. Elle travaille sa diction, prend des cours d'art dramatique, saute des repas pour acheter des livres. Elle arrive à obtenir un rendez-vous avec la compagnie de production Columbia. Au cours de ce rendez-vous, elle gagne la faveur de passer un essai qui séduit les producteurs. Marilyn décroche un contrat de 6 mois avec Columbia. Tout va bien. Les studios lui font répéter 2 chansons pour tourner dans une comédie musicale, Ladies of the Chorus, en version française, les reines du music hall. Anyone can see I love you. Anyone can see I care. The way I hold your hand and smile in your direction
tells the world my heart is filled with nothing but affection. Lock me in your arms forever. That's the place I want to be. So anyone can see that I belong to you and you belong to me. Le film terminé, Harry Cohn, le président tout-puissant de la Columbia, décide que Marilyn Monroe ne sait pas jouer la comédie. Le studio la rejette, on la voit traîner avec des producteurs qui, à l'occasion, profitent de ses charmes en échange d'un peu d'affection. Marilyn continue à poser pour des photos. Puis un jour, elle réussit à obtenir une entrevue avec celui qui a rompu son contrat à Columbia, le patron Harry Cohn. Tout va peut-être recommencer. Il va sûrement revenir sur sa décision. En effet, l'homme est prêt à reprendre Marilyn, mais sur son yacht le week-end pour son plaisir personnel. Elle s'enfuit en pleurant. Désespérée, sans argent, elle téléphone à son agence de mannequins pour savoir si quelqu'un peut la faire travailler. Personne ne lui répond. De retour chez elle, Marilyn s'aperçoit que sa voiture a été mise en fourrière. Pour la récupérer, on lui demande $30. Elle ne les a pas. Elle se sent au fond du gouffre. Et au plus profond de son désespoir, Marilyn revoit ce photographe qui est venu, il y a quelque temps, lui proposer $50, à condition qu'elle pose nue pour un calendrier. Elle avait refusé depuis quelque temps, mais là elle est obligée, elle consent à poser. Claude Dufaux. Cela lui coûte beaucoup et elle se rend le soir au studio et elle signe le reçu d'un pseudonyme. Il y a un fond de puritanisme tout à fait américain. Et ça, c'était une chose très choquante. Robert Stack. Mais pas vraiment, parce que la photo était très jolie, pas du tout méchant. Mais ça commençait avec ça. Et était un sex image après ça. Mais comme comédienne, comme une actrice comique, elle était formidable. C'est aussi l'avis de Groucho Marx, qui l'appelle pour lui demander de tourner un bout d'essai pour le prochain film des Marx Brothers. Anything I can do for you? What a ridiculous statement. Mr. Grunion, I want you to help me. I have a little sand left. What seems to be the trouble? Some men are following me. Really? I can't understand why. Groucho et ses frères adoptent la petite blonde et lorsqu'ils présentent leur film à travers les États-Unis, ils l'emmènent avec eux. Le public, les photographes, les journalistes se mettent à la saluer comme une grande vedette, bien qu'elle n'ait dans le film qu'un rôle secondaire. À cette époque, Marilyn Monroe a 23 ans. Elle rencontre Johnny Hyde. Johnny est l'un des plus grands impresarios d'Hollywood. Il a 53 ans, 30 ans de plus que Marilyn, brasse des millions de dollars et souffre d'une maladie de cœur si grave que son chauffeur doit le porter dans ses bras pour monter les escaliers. Johnny Hyde est amoureux de Marilyn Monroe. Il veut l'épouser. En acceptant l'offre de Johnny Hyde, Marilyn serait certaine de devenir très vite une jeune veuve, riche, célèbre et respectée par tous les patrons des grands studios. Et elle réaliserait tout de suite son rêve. Mais Marilyn refuse plusieurs fois.
Elle aime cet homme, mais à sa façon, un peu comme un père. Il y a une certaine confusion dans le rôle qu'elle fait jouer aux hommes qu'elle rencontre. Marilyn et les hommes, vus par Claude Dufaux. Il y a une confusion entre l'amant et le père. Ce sont des hommes en général beaucoup plus âgés qu'elle, des hommes assez importants. Elle essaie de retrouver en eux le père qu'elle n'a pas eu. Johnny Hyde devient le père de la carrière de Marilyn Monroe. Il la conseille et l'aide à perfectionner sa personnalité cinématographique. Marilyn subit plusieurs opérations de chirurgie esthétique qui ont pour but de lui affiner le bout du nez, qu'elle a un peu gros, et de corriger avec du cartilage un léger défaut de sa mâchoire. En 1950, quand Johnny Hyde meurt, Marilyn Monroe perd l'être le plus cher qu'elle possède au monde. Elle se retrouve seule, face à Hollywood qui la déteste pour avoir tué un homme bon en devenant sa maîtresse. Marilyn Monroe se raccroche à la seule chose qui lui reste, un contrat de 7 ans avec la compagnie 20th Century Fox que Johnny avait réussi à lui obtenir. Every baby needs a daddy to keep her worry free. Every baby needs a daddy, but where's the one for me? Rich or poor, I don't care who. If he hasn't got $1 million, then a half will do. Every baby needs a daddy. Could my daddy be you? Every baby needs a daddy with silver in his hair. Every baby needs a daddy who has some gold to spare. Some sweet salty who enjoys bringing home his baby little diamond toys. Oh, every baby needs a daddy. Could my daddy be you? Tous les bébés ont besoin d'un papa, une chanson de Marilyn Monroe tirée du film Ladies of the Chorus. Demain, je vous propose de voir comment Marilyn, la petite starlette, fera pour devenir une vraie star à Hollywood. Les Américains aiment le sport. Et le sport national des Américains, c'est le baseball. Tout le monde aux États-Unis connaît les noms des champions. Le plus célèbre d'entre tous est certainement Joe DiMaggio. Il est l'idole des stades. Or, tout à coup, le public apprend par la presse que Marilyn Monroe est amoureuse de Joe DiMaggio. La star a l'intention d'épouser le champion. On ne peut rêver d'une meilleure campagne de presse pour faire entrer Marilyn dans la légende des stars. La cérémonie du mariage de Marilyn Monroe et de Joe DiMaggio a lieu le 14 janvier 1954. Un match acharné s'engage entre le couple et les journalistes. Les photographes traquent littéralement l'actrice et son mari. Pour leur échapper, Marilyn et Joe sont obligés de se réfugier dans un chalet de montagne. Puis ils se cachent sous un faux nom dans un motel. Ils arrivent enfin à gagner l'aéroport où les attend un avion prêt à décoller pour Tokyo. C'est là qu'ils ont l'intention de passer tranquillement leur voyage de noces. Mais, pas très loin du Japon, se trouve la Corée,
où les États-Unis envoient leurs soldats pour stopper l'avance du communisme dans le sud-est asiatique. On demande à Marilyn d'aller chanter dans les camps des GIs pour soutenir le moral des troupes. Elle accepte. En plein mois de février, sous un vent glacial, Marilyn Monroe descend du ciel dans un hélicoptère militaire. L'appareil s'immobilise près d'une estrade en planche dans laquelle on a planté le pied d'un micro. Des milliers de boys retiennent leur souffle, le regard fixé sur la porte, désespérément fermée, qui fait comme une grosse cicatrice sur le ventre de l'hélicoptère. D'un seul coup, en même temps qu'une gigantesque clameur, jaillit un bouquet de cheveux blonds dans l'encadrement de la porte qui vient de s'ouvrir. La pin-up du calendrier apparaît. À peine a-t-elle posé le pied sur les planches que les GIs délirent de plaisir. The highlight of my life was singing for the soldiers there. I stood out on an open stage and it was cold, but I swear I didn't feel a thing except good. Elle a écrit des petites pages dans un style très simple, mais très clair, parce que Marilyn avait une très grande intelligence, paradoxalement, à ce qu'on a fait croire. Jacques Almira. Et elle a essayé de raconter un peu sa vie. Enfin, et dans une phrase, elle dit que jusqu'à l'âge de 20 ans, elle n'a pas pu aimer. Enfin, elle n'avait pas le droit d'aimer. Dans la mesure où elle avait tellement peur d'être abandonnée que tout amour est un don. Et de peur qu'on lui rende pas ce qu'elle allait donner, elle préférait ne pas donner. Et ça, quand elle dit qu'à 20 ans, elle s'est enfin laissée aller à aimer, c'est douteux. En fait, je me demande si elle n'a jamais vraiment accepté d'aimer totalement quelqu'un. Elle avait tellement peur d'être abandonnée qu'on la laisse tomber, qu'elle se retenait. One silver dollar, bright silver dollar, changing hands, changing hands. Endlessly rolling, wasted and stolen, changing hands, changing hands. Spent for a baby's trinket, won by a gambler's lust, pierced by an outlaw's bullet, and lost in the blood-red dust. One silver dollar, one silver dollar, changing hands, changing hands. Love is a shining dollar, bright as a church bell's chime, gambled and spent and wasted and lost in the dust of time. One silver dollar, one silver dollar, changing hearts, changing lives, changing hands. Après son voyage de noces et ses excursions en Corée, Marilyn Monroe revient à Hollywood. Mais elle ne retourne pas au studio. Elle est fâchée avec les producteurs de la 20th Century Fox qui l'ont suspendue. Motif de la punition, peu avant son mariage, Marilyn Monroe a refusé de tourner un scénario trop stupide. Après la période de mise à l'écart que lui avaient imposé les studios, Marilyn Monroe tourne son 22e film,
qui a pour titre « There's no business like show business ». Oui, il n'y a pas de business comme le show business. Là encore, Marilyn joue le rôle d'une petite chanteuse sexy. Et c'est l'occasion pour elle d'interpréter une série de merveilleuses chansons écrites par le grand compositeur Irving Berlin. He's not so good in a crowd, but when you get him alone, you'd be surprised. He isn't much at a dance, but then when he takes you home, you'd be surprised. He doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover. He's got the face of an angel, but there's a devil in his eye. He's such a delicate thing, but when he starts in the squeeze, you'd be surprised. He doesn't look very strong, but when you sit on his knee, you'd be surprised. At a party or at a ball, I've got to admit he's nothing at all, but in a Morris chair, you'd be surprised. He doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover, 'cause he's got the face of an angel, but there's a devil in his eye. He doesn't say very much, but when he starts in to speak, you'd be surprised. He's not so good at the start, but at the end of the week, you would be surprised. On a streetcar or in a train, you'd think he was born without any brain, but in a taxi cab, and when he starts to grab, I said a taxi cab, you'd be surprised. This one's a real danger. Sur un plateau de tournage, quand Marilyn se baisse pour ajuster l'un de ses bas ou pour vérifier un talon de chaussure, ce n'est pas uniquement par souci du costume. C'est l'occasion pour elle de jeter discrètement un coup d'œil interrogateur vers une femme. Elle s'appelle Natasha Littes et conseille Marilyn Monroe 24 heures sur 24 sur tout ce qui concerne son travail d'actrice. Après chaque scène, Natasha donne secrètement son avis à Marilyn. Et si elle n'approuve pas ce qui vient d'être fait, Marilyn exige du metteur en scène qu'il recommence la prise de vue. Natasha Littes consacre sa vie à la carrière de son élève et se flatte d'être son seul maître à penser. Or, Marilyn suit également les conseils de plusieurs autres professeurs d'art dramatique, mais ça, Natasha l'ignore. Elle avait confiance en elle, un point c'est tout. Avec tout le manque de confiance que ça pouvait supposer. Georges Belmont, qui a connu Marilyn Monroe à Hollywood. Il faut bien se dire une chose, ce qui fait les grands, que ce soit une grande actrice, disons un grand acteur, un grand écrivain, un grand peintre, un grand sculpteur, c'est d'abord le doute de soi-même et le manque de confiance. Parce que si vous avez trop confiance en vous, vous ne faites pas bien, fatalement. Si vous manquez de confiance en vous, ça signifie que vous cherchez tout le temps plus. Et c'est ce que cherchait Marilyn. Elle cherchait toujours plus.
Faire mieux, rester fidèle à son image de star, chasser l'angoisse de l'échec, toutes ces épreuves quotidiennes poussent quelquefois Marilyn à se demander si son mari n'a pas raison. Joe DiMaggio voudrait l'arracher à l'emprise de la célébrité et l'emmener loin d'Hollywood pour fonder une famille. Marilyn s'imagine enfermière du Middle West, attendant son mari, parti voir un match de baseball avec les enfants. En général, elle ne se laisse pas distraire longtemps par ce rêve qui ne lui est jamais venu à l'esprit quand elle était petite fille. Son objectif est, et reste, devenir une grande actrice respectée pour son art et pas uniquement pour sa beauté. Aussi, lorsque le metteur en scène Billy Wilder lui annonce qu'ils vont faire leur prochain film ensemble, Marilyn jette aussitôt toutes ses pensées dans son rôle. C'est la fin du beau rêve de Joe DiMaggio. La star numéro 1 de l'Amérique et le champion de baseball comprennent qu'ils ne seront jamais heureux ensemble. Ils annoncent leur divorce. Marilyn Monroe part pour la côte Est, tourner avec Billy Wilder, 7 ans de réflexion. Quand elle a tourné 7 ans de réflexion à New York, il y avait plus de 3000 personnes en pleine nuit pour assister au tournage. Le mythe Monroe, raconté par Jacques Almira. Dans l'histoire du cinéma, il n'y a jamais eu aucune actrice qui ait déplacé autant de gens pour juste être vue. Elle était la fille de rien, devenue une star de cinéma par ses propres moyens. Et ça, c'est très américain comme cliché. Et je crois que ça a beaucoup contribué au succès de Marilyn, c'est que les gens se reconnaissaient à travers elle. I can feel the goose pimples. Goose pimples? Uh-huh. Don't stop. Don't stop. Why do you stop? You know why. Why? Because now I'm going to take you in my arms and kiss you. Very quickly and very hard. Un extrait du film 7 ans de réflexion. C'est au cours de ce film que l'on voit la célèbre scène reproduite si souvent en photo où Marilyn s'arrête sur un trottoir au-dessus d'une bouche de métro et retient en riant sa robe blanche qui s'envole en découvrant ses jambes. Cette image, photographiée devant une foule en délire de milliers de New-Yorkais contenus par la police, restera gravée dans l'histoire du cinéma. Marilyn Monroe est à la fin de l'année 1954 la plus grande star du monde. À New York, des boutiques proposent comme cadeau de Noël des poupées géantes qui la représentent avec son célèbre sourire et sa légendaire chevelure blonde. Le petit grain de beauté sur la joue gauche n'a pas été oublié, et si vous prenez le menton de la poupée, elle ferme les yeux, entrouvre les lèvres et s'apprête à vous embrasser. You're sweet. Hedda Hopper, l'une des deux commères qui font et défont les réputations des stars d'Hollywood, s'acharne sur Marilyn Monroe en première page des grands journaux à scandale. Elle reproche à Marilyn de vouloir quitter Hollywood. L'actrice vient de terminer le tournage du film 7 ans de réflexion et elle a déclaré qu'elle refusait désormais de tout sacrifier aux caprices et aux intérêts des producteurs. C'est à la fin de ce film qu'elle décide de tout abandonner, d'abandonner Hollywood et d'interrompre sa carrière. Claude Dufaux. Elle n'en peut plus, il y a une sorte d'éclatement dans sa personnalité qui s'est fait. Marilyn a une crise de conscience terrible.
Elle voit avec beaucoup de vérité ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est un objet désirable, un objet made in Hollywood. C'est simplement un symbole sexuel et elle veut être une comédienne. Marilyn a claqué la porte des studios comme une ingrate, disent les bonnes consciences d'Hollywood. Elle s'explique en disant qu'elle en a assez de jouer les pin-up dans des films stupides et dénués de tout sentiment humain. Les producteurs, qui ne tolèrent pas la moindre rébellion, considèrent le départ de Marilyn Monroe comme une trahison. Marilyn, elle, pense que c'est sa seule chance d'échapper à la monstrueuse machinerie du star system qui peut en très peu de temps broyer n'importe quelle personnalité. Le départ de Marilyn ressemble à une mauvaise scène de ces films hollywoodiens qu'elle déteste. Elle porte une perruque brune qui lui mange la moitié du visage. Elle a des lunettes noires et un foulard sur la tête. Dans les couloirs de l'aéroport de Los Angeles, les passagers la voient se glisser furtivement dans la foule comme une star en cavale. Mais curieusement, personne ne l'aborde. On fait semblant de ne pas la reconnaître. À croire que tout le monde ait envie de protéger sa fuite, un peu comme s'il s'agissait d'un enfant qui fugue et que l'on ne voudrait pas dénoncer, de peur qu'il ne soit trop sévèrement puni. Marilyn traverse les États-Unis, arrive à New York et donne une conférence de presse. Marilyn annonce la création de sa propre société de films, les productions Marilyn Monroe. Elle s'est associée avec Milton Green, l'un des plus célèbres photographes de mode de New York. La jeunesse, l'enthousiasme et surtout la compréhension que Milton Green apporte à Marilyn la réchauffe de bonheur. Elle habite avec Milton et sa femme à la campagne et tous ensemble, ils se préparent à produire des films en choisissant des sujets qui les passionnent. Maintenant, il n'est plus question de se faire imposer quoi que ce soit, ni metteur en scène, ni scénariste, ni partenaire, ni campagne de publicité. Marilyn se sent libre. Elle veut tourner Les Frères Karamazov. À l'autre bout de l'Amérique, on se moque d'elle dans tous les journaux d'Hollywood. Autre décision importante, Marilyn a décidé de retourner à l'école. Elle s'inscrit au célèbre cours d'art dramatique dirigé par Lee Strasberg, l'Actors Studio. À l'autre bout de l'Amérique, Hollywood éclate de rire en apprenant la nouvelle. Au début, quand elle apparaît dans les classes, il y a un mouvement de surprise extraordinaire. Claude Dufaux. Enfin, on ne peut pas imaginer que c'est la vraie Marilyn Monroe d'Hollywood qui vient étudier comme les petits étudiants en art dramatique de New York. Et là, il y a tout à fait un virage dans sa carrière. Donc elle étudie avec Lee Strasberg, et Lee Strasberg va être le révélateur de tout son talent dramatique qui est demeuré inexploité par Hollywood. Il existe un style actor studio qui s'appelle la méthode et qui est basé sur un style de jeu qui demande à l'acteur, au comédien, de chercher dans sa vie intérieure les émotions éprouvées pour les ressusciter et pour que le jeu soit plus véritable, plus vrai. Et Marilyn, donc, c'est à cette analyse de l'actor studio. Ça a le mérite, évidemment, de lui faire approfondir son jeu et de lui faire parfaire ses qualités de comédienne, mais en même temps, cela la replonge un peu dans cette enfance, dans cet abîme dont elle a beaucoup de mal à sortir. Mon cœur est à papa. You know, le propriétaire. Ba-da, 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 ba-da-dee-da. Ba-da-dee-da, ba-dee-da, ba-da-dee-da-dee-da. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through. Sugar-doo-ga-doo, ooh, daddy. If I invite a boy some night to cook up a fine enchilada, those
Spanish rice. He's all very nice. Ba-da, 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 da-da. Yes, my heart belongs to my daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to my daddy. Da, 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 da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to my daddy. 'Cause daddy, my daddy, my little old daddy, he treats it so. Oh. That little old man, he just treats it so good. Pendant que Marilyn suit ses cours à New York, le film 7 ans de réflexion est sorti. Les salles enregistrent des dizaines de millions d'entrées en quelques semaines. C'est un succès extraordinaire. Le film rapporte énormément d'argent à ses producteurs. Et à l'autre bout de l'Amérique, Hollywood ne rit plus. Marilyn représente des millions de dollars de recettes et elle est partie. Les directeurs de la compagnie 20th Century Fox sont prêts à tout pour rattraper une telle poule aux œufs d'or. Aussitôt qu'on avait du succès, les stars prenaient tous les droits. Leslie Caron parle des rapports de force qui existaient entre les stars et les producteurs. J'entendais toutes les légendes de Lana Turner et de Greta Garbo et de toutes ces femmes, les unes capricieuses, d'autres très sérieuses, mais le cas était toujours le même. Les studios nous engageaient à des prix ridicules et on avait un succès phénoménal. On apportait des millions au studio et nous étions toujours payés $300 par semaine. Alors la star se rebellait, on refusait de faire le prochain film et le contrat a été révisé avec une prime ou avec une hausse de salaire, enfin les conditions du contrat étaient révisées. Les producteurs de la compagnie 20th Century Fox viennent voir Marilyn Monroe avec un nouveau contrat et un sujet de film intéressant à tourner tout de suite ou plus tard, enfin, quand Marilyn le voudra, dès qu'elle se sentira prête. Évidemment, il n'est pas question de lui imposer de scénariste, de metteur en scène ou de partenaire. Marilyn choisira, bien entendu, si Madame Monroe veut une avance sur les $100 000 par film qu'on lui propose, la compagnie est prête à les lui donner tout de suite s'il le faut. Ok, dit Marilyn, qui a besoin d'argent. Après le départ des producteurs d'Hollywood qui étaient venus la voir dans son appartement de Waldorf Astoria, Marilyn Monroe éprouve une curieuse impression, celle de se sentir à nouveau prisonnière de son image de sex symbole. Bye-bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariatte. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.